Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Dans les Alpes, la situation devient désespérément critique de part et d'autre du col du Lautaret. La durée de fermeture du tunnel du Chambon prolongée jusqu'à la mi-juillet met en péril la vie économique locale. Certains commerces pourraient mettre la clé sous la porte. Les Roses n'ont pas le droit à l'erreur, ils doivent impérativement battre les Verts sous peine de disparaître de la Liga la saison prochaine. Pascal Duprat, le coach d'ETG, annonce une opération commando samedi au Parc des Sports d'Annecy. Enfin, du Groenland à Deauville à la Force des Mollets, soit 6000 km en hydrocycle, le Haut-Savoyard Didier Bovard va tenter une nouvelle fois son pari avorté en 2012. Carole Gessler sera aux commandes du 19-20 national avec deux principaux titres. Le plan du gouvernement pour lutter contre le trafic de drogue à Saint-Ouen, aux portes de Paris. Présence policière renforcée, caméras de surveillance. Bernard Cazeneuve promet une réponse pénale dissuasive contre les trafiquants, mais aussi contre les consommateurs. Les habitants sont sceptiques. Et puis le succès des gîtes ne se dément pas depuis 60 ans. 60 000 hébergements en France. Complément de revenus pour les propriétaires. Ils sont très recherchés par les touristes en quête d'authentique. À la frontière de l'Isère et des Hautes-Alpes, les habitants commencent à trouver le temps long. Depuis l'affaissement du tunnel du Chambon et la fermeture de la route Grenoble-Briançon, les communes avoisinantes se sentent coupées du monde. Un isolement qui menace le tissu économique local alors que la saison estivale se prépare déjà. Cédric Picot, Didier Albrand. Du jamais vu pour un jeudi de l'Ascension. Dans l'hôtel-restaurant de David, les fourneaux sont coupés, faute de clients. La salle, qui accueille plus de 40 couverts à midi, est vide. 2 chambres seulement sont louées, soit 10 fois moins que d'habitude. Depuis la fermeture du tunnel du Chambon, les annulations se succèdent. Là, j'ai 6 personnes. Là, je vais en avoir 3. Et puis entre les deux, rien du tout. J'ai mis mon personnel en chômage partiel. Vous voyez, la salle est vide, la cuisine est éteinte pour limiter les charges. Je pense qu'on va vraiment beaucoup souffrir. Cet été, ça va être vraiment catastrophique. Habituellement, 2500 voitures passent chaque jour en basse saison sur cette route. Depuis sa fermeture, Villard-d'Arène et sa région sont presque coupés du monde, isolés de la Romanche et de Grenoble. Une calamité économique pour ce secteur qui vit du tourisme. Certains établissements affichent déjà des baisses de 80% de leur chiffre d'affaires. Il faut que l'État accepte effectivement d'exonérer purement et simplement les cotisations patronales des entreprises ou les RSI pour les chefs d'entreprise individuels. Il doit aussi prendre en compte et faire débloquer des subventions rapides de trésorerie qui permettraient à nos entreprises de ne pas déposer le bilan. Villard-d'Arène, la Grave, un secteur de passage devenu un cul-de-sac. Pour le franchir, il reste le bateau, une navette quotidienne pour passer le lac du barrage. Au-dessus, menacé par la pente, le tunnel du Chambon s'affaisse. Par mesure de sécurité, la principale route de la région a été fermée. C'est un axe historique autour duquel s'est organisée toute l'économie touristique de l'Oisans, des Hautes-Alpes également, Briançon-Grenoble. C'est vraiment l'axe de l'histoire, la liaison avec l'Italie. Du côté de l'Oisans et de la Romanche aussi, on s'inquiète de ne plus voir venir les touristes du Sud. À eux seuls, les Italiens représentent jusqu'à un quart de la clientèle des grandes stations voisines. Les moteurs de l'économie locale s'attendent à une baisse de régime. Il va y avoir certainement une perte de chiffre d'affaires. Donc, qui dit perte de chiffre d'affaires, perte d'emploi. Ça va être beaucoup plus difficile économiquement, bien entendu. Le tunnel du Chambon est fermé depuis le mois d'avril. Prévu courant juin, sa réouverture a été repoussée à la mi-juillet. 10 jours après les dernières inondations, la voie sur berge de Grenoble est toujours impraticable. L'eau qui est montée jusqu'à 3,40 m a laissé derrière elle une quantité impressionnante de bois et de limon. Le chantier en cours devrait encore durer une quinzaine de jours. Jean-Christophe Solari, Didier Albrand. Les eaux de l'Isère sont redevenues calmes et il fallait attendre cela pour débuter le chantier. Les fortes pluies du début du mois ont laissé une quantité impressionnante de bois, de boue et de déchets végétaux sur les voies sur berge. Alors depuis mardi, le tractopelle s'active dès 6 h du matin pour dégager le bitume. Il est encombré sur plusieurs centaines de mètres. Les rotations de camions ne cessent pas. Là, c'est des allers-retours. Donc un trajet, il faut compter entre 40 minutes. Il y en a pour combien de temps là encore ? Bon, là, moi je pense encore comme en 2-3 jours. Ah oui, 2-3 jours. Ouais. Ça, j'ai jamais vu ça. L'épaisseur du limon atteint 1 mètre par endroit. Une partie est rejetée à la rivière. Quant aux troncs de bois, impossible de les broyer sur place. Il faut faire place nette au plus vite. Le bois, on le stocke à un endroit qu'après ils vont le débiter, faire des copeaux.
C'est un gros chantier là ? Ouais, très gros chantier. Le service voirie de la métro doit encore évacuer le limon, désormais asséché, et cela prendra plusieurs jours avant que le nettoyage final des voies puisse se faire. La circulation devrait être rétablie dans une quinzaine de jours. En Isère, toujours, la mûre bientôt devant les urnes. En raison du décès de Fabrice Marquiol, les citoyens vont devoir élire un nouveau maire dans 15 jours. 2 listes sans étiquette vont s'affronter cette fois. Et sur le terrain, la campagne est lancée. Aurélie Massé, Yves Mariglo. Son portrait reste affiché sur la devanture de certains commerces. Mais le 31 mai, les Murois vont devoir se résoudre à élire le successeur de Fabrice Marquiol, un homme qui a marqué la ville de son empreinte. Ça sera assez difficile parce qu'il a réuni beaucoup de gens autour de lui, pas forcément pour des raisons politiques, mais uniquement parce qu'il a réussi à transformer la mûre et que ça se voit. Murois de souche, Éric Bonnier est le candidat de la continuité. Comment allez-vous? Dites, monsieur le maire, comment allez-vous? Ah, pas encore, il va falloir passer aux urnes avant. Hein. Cet infirmier libéral est un colistier de l'ancien maire. Il part en campagne avec l'équipe élue en 2014. Je ne serai jamais Fabrice Marquiol, il n'y en avait qu'un, ça c'est clair. Par contre, on avait commencé à initier un projet. Et ce projet, j'y crois. Premièrement, la maîtrise des finances communales. Deuxième point, continuer les investissements. Troisième point, continuer l'animation de la ville. Et le quatrième point, qui n'est pas négligeable du tout, c'est de continuer donc à améliorer le quotidien des Murois. Carlos Rivière conduit la seconde liste. Cadre à Grenoble-Alpes Métropole, ce Mathésin a déjà siégé pendant 3 ans en tant que conseiller municipal d'opposition. Sa priorité, revitaliser le centre historique de la ville. Je vois ce que c'était ici il y a 15 ans. Avec ce que c'est devenu, on est obligé d'être, entre guillemets, non pas empreint de nostalgie, mais plutôt s'investir pour dire demain, ça sera de nouveau vivant, tout simplement. Plus de vie, mais aussi plus de débats. Pour cette équipe, les Murois doivent être concertés pour chaque nouveau projet. Le ciment véritablement de notre action, ça a été plus de démocratie. Nous, on veut mettre l'accent sur l'écoute. On est à l'écoute de tous les Murois, sans exclusive. Donc notre liste est sans étiquette. On a réuni des sensibilités diverses. En fait, on a réuni des compétences qui souhaitent s'investir pour la mûre. Chaque candidat tiendra une réunion publique. Pour Éric Bonnier, ce sera le 22 mai à 20h au complexe Jean Morel. Et pour Carlos Rivière, le 27 mai, Salles et Vulcaud, à 20h également. En sport, on appelle ça un match couperé, une rencontre où la défaite est interdite. Samedi soir, Évian Thonon-Gaillard va jouer son avenir en Ligue 1 contre Saint-Étienne. Ambiance à 48 heures du jour J, Bernard Portugal et Frédéric Pasquette. Pascal Duprat au milieu de ses troupes. Dernière consigne, dernier réglage avant le début de l'opération Commando. Samedi, Évian Thonon-Gaillard va livrer une bataille qui décidera peut-être de son avenir en Ligue 1. Alors pour les supporters, l'heure est à l'union sacrée. Pas question de baisser les bras avant le combat. Il va falloir mettre le casque et le chauffe et chauffer. Et puis jouer, rien lâcher, gagner contre Saint-Étienne et gagner contre Caen. Mais ça ne va pas être facile. Comme on dit, on n'est pas encore en Ligue 2, on est toujours en Ligue 1. Il faut y croire, il faut y aller. Et puis, ils nous ont montré déjà qu'ils étaient capables de faire des choses merveilleuses. Pourquoi pas samedi et puis samedi d'après. Gagner pour continuer à espérer. Face à Saint-Étienne, Évian Thonon-Gaillard n'a pas le droit au faux pas, pas le droit de lâcher prise. Après 3 défaites consécutives à domicile, il a fallu panser les plaies et chasser les états d'âme. Samedi, seule la victoire sera belle. Un match comme ça, voilà, ça se joue avec les tripes, avec le cœur. Bon, après, quand vous jouez contre des équipes qui sont plus fortes que vous, c'est compliqué quand vous n'êtes pas tous à 100 ou 120%. On a très peu de marge de manœuvre. Donc voilà, on n'a pas de génie dans l'équipe non plus qui peut nous faire gagner le match à lui tout seul. Donc si on n'est pas tous ensemble et tous à 120%, on n'y arrivera jamais. Solidarité, combativité et sang-froid, les joueurs au Savoyard vont devoir puiser dans leurs ressources pour entretenir l'espoir. Un scénario auquel ils commencent à être habitués. L'an dernier, ils n'avaient assuré leur maintien en Ligue 1 qu'au terme de l'ultime rencontre de la saison. Et puis, précision, ETG jouera sans Daniel Vasse, son meilleur buteur, écarté par le coach pour manque d'implication dans l'équipe.
Match à enjeu également pour les Stéphanois. Les Verts, actuels 5e du classement de Ligue 1, en cas de victoire, ils pourraient encore prétendre à une place sur le podium et accéder à la très lucrative Coupe d'Europe la saison prochaine. Jean Perrier, Aude-Henri. Bonjour. ITélé, bonjour. Farceur Galtier, Roger, tout sourire après le 5-0 infligé à Nice. Mais il n'y a aucune euphorie, précise-t-il, un œil sur l'entraînement et l'autre sur le classement. Le podium de la Ligue 1 n'est qu'à 2 points, ce n'est rien. Mais cela veut dire aussi que Saint-Etienne n'a pas seul son destin en main. On peut gagner nos 2 derniers matchs. Si Monaco gagne les matchs et que Marseille gagne les matchs, on finira 5e. Le calendrier, il est à peu près équivalent pour Marseille, mais il est plus favorable pour Monaco qui reçoit Metz, relégué, et ira à Lorient, mal classé. Pour ce match que ni Évian ni Saint-Etienne ne doivent perdre, pas question quand même de partir la fleur au fusil. Si ces joueurs ont par exemple beaucoup répété leur gamme devant le but, le dispositif tactique ne devrait pas être uniquement orienté offensif. D'abord, parce qu'il manquera 2 joueurs dans ce secteur, Amouma, confirmé, Erding, probable, et puis aussi parce que la SSE est souvent meilleure quand elle sait attendre son adversaire. On s'est joué sans pression et on s'est joué avec la tête tranquille et beaucoup de concentration et beaucoup de volonté parmi les joueurs. Viser le podium, mais pour d'abord essayer d'accrocher la 4e place, voilà l'objectif réel des Verts. Ils comptent entrer leur public, 4e, comme la saison passée, et leurs dirigeants, 4e, c'est l'accession directe en Ligue Europa, plus rentable et moins aléatoire que les barrages réservés aux 5e. Je vous invite enfin à découvrir cette prise de position du sprinter aixois Christophe Lemaître à propos de l'affaire Tyson Gay. Le Savoyard estime qu'on ne devrait pas réduire les peines des athlètes condamnés pour dopage, même s'ils le reconnaissent et collaborent. Vous comprendrez pourquoi sur notre site alpes.france3.fr. Il avait échoué dans sa tentative il y a 3 ans en raison d'une tempête. Le Haut-Savoyard Didier Bovard va se lancer une nouvelle fois dans une traversée inédite dans l'Atlantique Nord en hydrocycle, une sorte de gros pédalo à bord duquel il va vivre ou survivre pendant près de 3 mois. Denis Vigneault-Duguay, Jean-Pierre Rivet. Il se prépare depuis plus d'1 an. Chaque jour, du lundi au vendredi, il enfourche son vélo et s'élance vers les sommets. J'ai passé tout l'hiver ici pour monter au col de Terramont. Donc un parcours très technique, 24 km de montée. Et là, j'en suis à passer 3000 km là. Parce que le gros problème au Groenland, quand je vais partir, je vais avoir une dizaine de jours en contre-courant. Donc il faut que j'arrive à croiser ce courant. Donc c'est un courant qui va monter en parlant en km/h, 1 km par heure. Donc là, j'ai pas droit à l'erreur. Il faut vraiment que je traverse ce courant pour après avoir un bon courant qui me dirige vers le Terre-Neuve. Didier Bovard est ce que l'on appelle un aventurier. Avec MyWay, son hydrocycle, ou si vous préférez, le bateau à pédales qu'il a construit de ses mains, ce Haut-Savoyard, originaire de la Chapelle d'Abondance, a déjà plusieurs succès à son actif. Des traversées qui l'ont mené du Portugal aux Canaries, dans les Caraïbes, dans la mer du Labrador et 2 fois dans l'Atlantique. Au total, depuis 1998, 18 000 km parcourus en 325 jours. En 2012, il tente de relier le Groenland à la France, mais c'est l'échec pour cause de tempête. Aujourd'hui, il est bien décidé à réussir. Alors mon départ se situe donc au sud-ouest du Groenland, un petit port qui s'appelle Kakortok. C'est là où on m'a rapatrié la dernière fois avec le cuirassier danois. Et ensuite, je prendrai plein sud, à peu près 1000 km au large de Terre-Neuve, pour aller ensuite plein est du côté France. Mais qu'est-ce qui fait ainsi pédaler Didier Bovard? Une cause qui lui tient particulièrement à cœur, sensibiliser les humains aux problèmes du réchauffement climatique. En 2012, le projet il est né parce que j'ai vu passer à la télévision une photo d'Arne Naevra, un Norvégien, qui a représenté un ours polaire juché sur un petit morceau d'iceberg qui dénotait le réchauffement climatique. Didier Bovard quittera le Groenland début juillet. À son bord, 400 litres d'eau et de la nourriture lyophilisée. Son plus grand risque, ne pas être repéré la nuit par un cargo qui croiserait sa route pendant qu'il dort. Mais pour larguer les amarres, il doit encore relever un très gros défi, trouver des sponsors, car il lui manque 50 000 €. Direction la Côte d'Azur à présent et sa célèbre croisette où 2 des plus célèbres Lyonnais sont à l'honneur du 68e Festival de Cannes. Aujourd'hui, les Frères Lumière, bien sûr, inventeurs mondialement connus du 7e art, ils sont pourtant complètement passés à côté du célèbre festival. Explication, Laure Crozat, Frédéric Gramont et Julien Sauvadon.
Bonsoir à tous, on vous a beaucoup parlé hier soir de l'ouverture du Festival de Cannes sous pavillon rhône-alpin avec ce film La Tête Haute, partiellement tourné chez nous. Eh bien sachez qu'hier soir, pendant cette cérémonie d'ouverture, d'autres rhône-alpins étaient à l'honneur. Ces rhône-alpins, ce sont les Frères Lumière à l'occasion des 120 ans du cinéma. Des Frères Lumière qui, vous allez le voir, ont une histoire méconnue avec le Festival de Cannes. Il y a 120 ans, naissait le cinéma et les Frères Lumière filmaient à Lyon la sortie des usines Frémaux. Thierry Frémaux, patron de l'Institut Lumière à Lyon et aussi du Festival de Cannes, n'est pas pour grand-chose dans le tournage du premier film de l'histoire du cinéma. En revanche, le grand-père de ce monsieur, oui. Max Lefranc-Lumière se fait photographier près du tapis rouge comme n'importe quel anonyme, sauf que la salle derrière lui porte son nom, Grand Théâtre Lumière. Le cinéma, c'est une énorme industrie mondiale, mais on ne pense plus à la première caméra cinématographe de 4 kilos, vu le matériel qui existe aujourd'hui et les moyens qui sont mis en œuvre. Mais enfin, la base même, c'est Louis Lumière qui l'a créé. Il a fait par la suite beaucoup de films, 1400 environ, soit lui-même, soit par des opérateurs. Mais dans ces 1400 films, il a inventé tout le cinéma. Il a inventé le travelling, il a inventé les trucages, il a inventé les scénarios. Le tout avec une caméra qui n'avait même pas de viseur. Pour moi, que le Festival de Cannes rende hommage aux Frères Lumière en tant que cinéaste, ça me fait très très plaisir. Louis Lumière et Cannes, histoire d'un rendez-vous manqué. Peu de gens le savent, mais le Lyonnais aurait dû être le président du tout premier festival en 1939. À l'époque, le but de ce nouvel événement était de concurrencer la Mostra de Venise, alors dirigée par les fascistes et Mussolini. Fin août 1939, à Cannes, tout est prêt, même les stars sont déjà là. Ils ont fait appel à Louis Lumière, qui est arrivé ici à la gare de Cannes et qui a posé ses pieds. À l'époque, le festival avait lieu en septembre et pas en mai comme aujourd'hui. Et on était tout début septembre, il a posé ses pieds sur le quai de la gare et on lui a dit malheureusement, le festival est annulé, rentrez chez vous, c'est la guerre. En 1946, l'idée d'un festival international du film à Cannes n'a pas été oubliée, mais personne ne pensera à recontacter Louis Lumière. 70 ans après, La Croisette célèbre pour la première fois son œuvre. Pour moi, dans mon esprit, Thierry Frémaux remet une palme de Cannes honorifique aux Frères Lumière. Et sachez que dimanche, le Festival de Cannes célébrera les 120 ans du cinématographe, ici, dans le Grand Théâtre Lumière, ça ne s'invente pas. Ils proposeront un programme d'1h15 de films tournés par Auguste et Louis Lumière. Ils seront projetés en ultra haute définition. Ils viennent tout juste d'être restaurés numériquement. Merci Julien Sauvadon. Depuis 90 ans, théâtre et patrimoine sont intimement liés à Annecy, où on met en scène dans les cours des châteaux, dans la vieille ville également, mais aussi au Haras ou encore dans la cour d'honneur de la préfecture. Cette particularité fait aujourd'hui l'objet d'une exposition au château d'Annecy jusqu'au 18 mai. Elle s'intitule Murmure théâtral. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. Côté cour, les quais de la cathédrale d'Annecy, côté jardin, les jardins, et puis côté voisin, des spectateurs attentifs qui prêtent volontiers leur balcon à Roméo et Juliette. Et de votre prince en colère, écoutez la sentence. On est obligé, nous, de s'adapter au lieu, donc ça nécessite forcément de s'adapter à ces balcons-là. On utilise toutes les entrées-sorties de la vieille ville d'Annecy, donc forcément, c'est un grand bonheur. Ouais. Le théâtre joue dans la rue depuis 90 ans à Annecy. On n'a pas attendu Avignon pour mêler patrimoine et théâtre. L'histoire débute tout naturellement au château. Et en 1924, donc, le château de Menton-Saint-Bernard est investi par une troupe de comédiens amateurs dirigée par un metteur en scène professionnel pour proposer au public de l'époque la vie de Saint-Bernard de Menton dans une sorte de mystère théâtral qui va durer 3 jours. Des photos vieillies par le temps, des documents d'archives, quelques souvenirs qui marquent le début de la grande histoire de ce murmure théâtral. En 1954, par exemple, avec ces professionnels qui créent avec des amateurs un stage national d'art dramatique au château d'Annecy. Et puis, voici venu le temps de l'insolite et du dépaysement. En 1988, le lieu qui est investi et qui semble le plus singulier d'entre tous, c'est un garage à bateaux
Raphaël Simonet, ce comédien, donc, investit ce lieu complètement singulier, pas du tout fait pour faire du théâtre, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont assisté à ces représentations et qui en gardent un vrai souvenir et une vraie émotion.